Alors, ouais, j'en profite, vous pouvez rester debout hein, pendant qu'on dit ça, mais quand on a réfléchi sur la manière dont on pouvait partager un petit peu les résultats des réflexions des consortia, et puis un petit peu les réflexions sur les questions de recherche et les méthodologies des projets, je dis ça comme ça parce qu'en fait, vous avez compris, les projets... ils sont tous très 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 récents. Le plus ancien c'est évalué et il a dû commencer en octobre ou en novembre. Hein, donc effectivement, ils n'ont pas non plus une antériorité très très forte sur les résultats qu'ils ont pu obtenir. Donc c'est un peu la difficulté de l'exercice. On s'est dit en copile que plutôt que de faire tout passer en ringuette, avec bon, des questionnements divers. En plus, les consortia, ils ne sont pas amenés à apporter des réponses et des résultats. Hein. On a préféré organiser les choses en 2 tables rondes et faire discuter, alors quand je dis faire discuter, on n'aura peut-être pas beaucoup le temps non plus, mais en tout cas, présenter quelques réflexions issues du travail de ces consortia et des projets de recherche. Voilà. Donc c'est ça qu'on va faire dans ces 2 tables rondes. Et on espère quand même que ça déclenchera un petit peu de débat avec vous, ou en tout cas d'alimentation aussi pour les ateliers de demain. Donc je passe la parole à Jean-Denis qui va introduire. Du coup, si c'est bon. Donc pardon, excusez-moi, je regardais vu qu'on a inversé les 2 tables rondes. Donc l'objectif, hein, on a 2 tables rondes et donc c'est présenter quelques résultats hein, de projets de consortia, comme l'a dit Sophie, à travers 2 angles. Et le premier angle, donc, c'est la première table ronde qui concerne bioéconomie, circularité et lien au territoire. Alors peut-être pour présenter rapidement et de manière un petit peu schématique les enjeux qu'on va discuter pendant cette heure. J'ai trouvé ce petit schéma, j'ai trouvé ça assez sympathique, où en fait, on voit d'un côté, on a une zone urbaine, une ville, et de l'autre côté, on a une zone, un territoire d'influence où il y a des maraîchers, la campagne au sens large. Et on souhaiterait échanger durant cette heure sur ces échanges, notamment qu'il y a entre les territoires, les liens et les flux. Et donc, j'ai essayé de faire un petit exercice, essayer de mettre les différents... C'est vrai que c'est assez sensible. Les différents projets sur ce schéma-là. Donc, le premier, c'est le projet édifice. Donc, comme l'a dit Sophie, on a des projets et des consortia. Les consortia, en fait, c'est vraiment pour créer du lien, pour essayer de favoriser l'interdisciplinarité et les échanges entre chercheurs. Et après, on a les projets. Les projets, il y a un peu plus de moyens. Donc, c'est généralement un petit peu l'étape d'après, comme on est avec l'entomoconversion. Et donc, ils ont un peu plus de moyens. Donc, le premier projet, donc c'est un projet, c'est projet édifice. C'est sur la valorisation des déchets verts de type de maraîcher. Donc, il y a Kamal Kansou qui est juste à ma gauche, donc qui représente le projet. Et là, on voit qu'il y a des liens à la fois avec un retour, avec le compost, ou éventuellement essayer de trouver des molécules d'intérêt pour pouvoir être utilisées. Ensuite, il y a un consortium, Popcorn, qui s'intéresse notamment à la caractérisation de la consommation alimentaire, mais aussi de la population. Donc, voir comment, en amont et en aval, par rapport à la consommation alimentaire, et caractériser la population, comment cette population consomme par rapport à sa présence sur les différents territoires. Et donc, c'est Caroline Petit, qui est à ma droite, qui représente ce projet. Ensuite, on a Tévalu, donc sur la valorisation des urines. Donc là, c'est un projet, justement, qui a commencé en octobre 2021, comme l'a précisé Sophie. Et donc là, c'est essayer d'identifier et de valoriser les urines, notamment par rapport à l'azote et le phosphore. Tu me reprendras, Mathieu. Et regarder comment on peut valoriser ça, à la fois en interne en zone urbaine, mais aussi pour la valorisation éventuellement en termes d'engrais. Et donc c'est Mathieu qui est à ma gauche. Ensuite, on a 2 autres consortia. Donc on a Mosaïque qui s'intéresse justement au flux alimentaire entre les villes et les territoires d'influence, notamment les campagnes, et de caractériser les approches et aussi les différents espaces des territoires en termes de fonctionnement, de déchets et ainsi de suite. Et donc là, c'est Linda et Sani, qui présentera
qui représente ce projet-là. Et on a le consortium avec un nom un petit peu difficile à prononcer, Peri-Urban Waste Inc., donc qui s'intéresse aux déchets agricoles et alimentaires sur un territoire notamment au niveau de Saclay, si je me souviens bien, et Versailles et Saclay, oui. Et donc sur les flux alimentaires, des déchets agricoles et alimentaires sur cette zone-là. Et donc c'est Violaine à ma gauche qui représente le projet. Donc là, à travers ce schéma-là, on voit qu'il y a différents types de flux entre différents territoires. Les territoires ont certaines fonctions d'intérêt et les flux permettent justement d'échanger, d'avoir certains échanges par rapport au territoire. Et on va questionner nos différents porteurs de projets par rapport à leur expérience, par rapport à leurs résultats, par rapport à cette problématique-là. Et on organise cette séance de table ronde à travers 3 thèmes. Donc on va commencer directement par le premier thème, qui concerne la quantification et les dynamiques des flux ville-campagne. C'est-à-dire qu'il y a différents flux. Pourquoi il est important de caractériser les flux? On les caractérise, mais pourquoi c'est important? Quelles sont les propriétés de ces flux? Quel type d'approche on doit mobiliser? Quel type de données on doit mobiliser? Quelles sont les difficultés? Et bien sûr, quel est l'intérêt par rapport à la problématique du projet? Donc, nous allons questionner, alors on ne va pas questionner tout le monde, je propose éventuellement à Linda de commencer, d'ouvrir et de donner un retour d'expérience de son projet par rapport à cette problématique. Merci, donc je vais commencer pour Mosaïque, pour vous dire d'abord que Mosaïque, l'idée c'était d'avoir 3 séminaires. Un premier séminaire où on a interrogé les flux en direction de la campagne vers la ville, un deuxième séminaire ville vers campagne et un troisième séminaire avec une approche plus globale. Et donc l'idée de s'interroger sur la quantification des flux, c'était d'abord d'appréhender des ordres de grandeur et de mieux cerner aussi les dépendances entre ces 2 systèmes ville-campagne, ce qu'on a appelé nous ville-interland, et de comprendre comment la relation entre ville et interland pouvait être traduite à travers des flux et comment ces flux pouvaient traduire les dépendances. Donc il s'agissait surtout de rendre compte des différents flux, de la nature des flux et surtout de ce qu'on ne voyait pas. Donc là, vraiment de rendre explicite l'implicite dans la circulation des flux entre ces 2 espaces-là. Et il y a différentes questions qui nous ont animés, donc la question de l'interdépendance des flux, de la synergie entre les flux, des compromis à négocier sur ces circulations de flux et à quelle échelle ces compromis, ces leviers à actionner étaient actionnables. Et finalement aussi, quelle place occupaient les transferts invisibles, immatériels, ce qu'on n'arrive pas à inventorier. Donc les flux de déchets, on les voit bien. Les flux alimentaires, pour certains, on les voit bien. Et puis certains flux de déchets, certains flux alimentaires étaient plus invisibles que d'autres. Et l'idée, c'était de rendre visible une certaine partie des flux et de voir à quel point ces flux unissaient ou pas les espaces et quel type de lien entre ces espaces ils fabriquaient. Voilà peut-être pour une première réponse. Merci Linda. Je vais donner la parole à Caroline pour le projet, le consortium Popcorn. Je vais un petit peu prendre la suite du message parce que c'est vrai que cette question de la mise en visibilité des flux est importante dans le domaine alimentaire parce qu'en fait, il n'existe pas aujourd'hui de données sur la consommation alimentaire en tant que information sur les quantités d'aliments qui sont consommés ou sur les populations qui consomment de l'alimentation à l'échelle de territoire. Donc ça, c'est quand même une information importante à développer, une connaissance à développer. Donc le consortium Popcorn, il est parti de ce constat très simple qui est finalement à l'échelle d'un territoire, quelle est la population qui consomme de l'alimentation et quels sont finalement les volumes de produits alimentaires qui sont associés à cette population. Voilà, donc je coordonne le consortium avec ma collègue Barbara Redlingshofer, qui est là, présente. Et toutes les deux, on avait un besoin au départ de quantifier et de caractériser cette population, alors que Barbara a qualifié de population qui mange dans les territoires. Et ainsi, on a donc organisé et monté ce consortium de recherche, enfin en tout cas ce réseau de recherche sur la population qui mange et sa consommation alimentaire. Et notre principal enjeu, c'est de mettre en lien des données publiques pour caractériser cette population et développer un outil qui automatise un certain nombre de requêtes pour finalement dégager de l'information sur la population
qu'il mange et sa consommation alimentaire. Donc ça, c'est un petit peu un des gros objectifs de notre consortium, c'est développer un outil informatique qui permet voilà, de produire de la connaissance à l'échelle de territoires variés, donc urbains bien sûr, mais pas seulement, et à des mailles territoriales qui sont aussi très variées, donc allant de la commune jusqu'à en gros la région, avec évidemment des maillages intermédiaires. Et nos questionnements aujourd'hui vont sur des questions assez différentes. Ça peut être des questions relatives à l'amont de la consommation alimentaire, c'est-à-dire des questions relatives à l'approvisionnement alimentaire et les quantités de matières premières agricoles qui sont nécessaires pour alimenter un territoire donné. Et on a aussi des questions relatives à finalement estimer les gisements ou en tout cas les volumes de matières organiques qui sont issus de cette consommation alimentaire et donc notamment les quantités de biodéchets et ou les quantités d'excréta humains notamment. Donc voilà, c'est un outil qui vise à être mis à disposition de la communauté Better et au-delà, mais qui vise à produire de la connaissance sur voilà, un pan du système alimentaire qui est encore invisible dans les données publiques. Voilà. Je ne sais pas si on peut rebondir, mais du coup, en termes de données, il y a une réelle difficulté parce qu'elles ne sont pas présentes. Donc, vous avez une stratégie d'utiliser des données hétérogènes et les croiser. J'imagine que dans tous les projets, la question des données est cruciale et il y a de réelles difficultés. Alors en fait, les données, la difficulté qu'on a, c'est de les mettre en lien les unes avec les autres, principalement. L'accès aux données n'est pas tant problématique puisqu'en fait, on mobilise surtout des données publiques et notamment des données de l'INSEE. Par contre, le vrai travail, c'est un travail de réflexion sur les critères pertinents à choisir pour qualifier la population qui mange et notamment à considérer, et ça c'est un petit peu l'originalité de notre consortium, c'est de considérer une diversité d'individus et pas seulement les résidents des territoires, mais aussi les populations dites de passage. Donc ça peut être des personnes qui effectuent des migrations professionnelles, donc qui se déplacent sur des territoires pour venir y travailler. Mais ça peut être aussi des populations touristiques, par exemple. Et donc l'intérêt principal de notre outil, c'est de s'inscrire dans une démarche de métabolisme territorial et de faire le bilan des temps d'absence et de présence des populations, de ces différentes catégories de populations. Donc la principale réflexion qu'on a sur les données, c'est bien sur les critères et sur la mise en lien des informations publiques, et notamment par des outils informatiques de base de données principalement. Merci. Et on va donner la parole à Mathieu avec le projet T'évalue. Alors, merci. Donc T'évalue interroge plus particulièrement les flux, comme tu l'as dit, de nutriments, azote et phosphore, puisqu'on est ciblé sur les urines. Je crois, on en a parlé en introduction, finalement, la question du cycle de l'azote en particulier, mais également des nutriments au sens large est largement interrogée, et l'urine constitue une ressource potentielle. En termes de flux, elle représente une ressource, si on fait des bilans globaux, qui peut paraître pas si significative, 15 ou 20% peut-être de toutes les consommations qui sont faites au niveau agricole, alors que les déjections animales représentent des flux beaucoup plus importants. Par contre, on sent qu'il y a une propension à collecter et une image de ce produit qui fait que les recherches, depuis pas mal d'années, montrent des premières applications, même si la mise en régime est très progressive. Donc nous, à notre échelle dans le projet, on s'est associé avec Sabine Houot, qui avait encadré une thèse récente sur la valorisation de l'urine, dans des approches orientées vers l'agronomie pour comparer le potentiel fertilisant et les problématiques d'émissions d'ammoniac. On avait travaillé de notre côté sur l'évaluation environnementale de scénarios, donc on avait déjà pas mal de données nous, sur comment et combien on peut collecter à l'échelle urbaine, mais on avait assez peu d'approches sur les aspects économiques, et donc on s'est associé avec Arnaud Reynaud de TSE à Toulouse, donc un économiste de l'INRAE, pour évaluer quels pourraient être les scénarios
puisqu'on se rend compte qu'en fait, ces produits ont du mal à concurrencer, on va dire, les engrais chimiques de par finalement les coûts. Après, ce que l'on peut dire aussi, c'est que ce qui nous manquait comme données et ce que ce projet permet de faire, avec donc 2 masters, c'est à une échelle urbaine qui est celle de Toulouse, c'est d'identifier les puits, c'est-à-dire les zones de consommation potentielles, qui ne sont pas que la zone rurale. Et donc, je m'inscris un peu en faux entre cette vision, le rural et l'urbain et leurs échanges. Nous, la question, c'est plutôt de savoir, avec une montée progressive en charge de cette récolte, quels vont être les puits qui vont être alimentés en premier et quels seront les modèles économiques et les produits qui seront les plus adaptés à ces puits. Et ça peut être des consommations qui peuvent paraître pas majeures dans un premier temps, mais c'est celles qui vont déclencher, je dirais, les modèles économiques associés. Et donc Arnaud va travailler sur cette question, à la fois de la monétarisation des impacts environnementaux sur les ACV qu'on peut réaliser. Et donc pour cette quantification, voilà, des flux, pour nous, c'est surtout être capable d'asseoir à l'échelle territoriale une bonne connaissance des différents types de puits, de consommateurs potentiels, et d'adapter finalement la notion de produit, puisque nous, on gère l'aspect séparation, la transformation, mais la question c'est sous quelle forme de produits, on en a 2 ou 3 qui peuvent sortir de notre filière de transformation, quels sont les produits qui vont être adaptés à une forme de marché ou à une forme de consommation. Donc voilà ma réponse à la première question. J'avais 2 petites questions plus de clarification, mais dans la description du projet T'évalues, là, tu parles de la demande, en fait, de ce que tu appelles les puits, c'est ça, hein? Mais j'ai le souvenir aussi qu'il y a un volet qui est conduit d'ailleurs par Solagro aussi sur mais où sont les meilleurs endroits pour effectuer cette récolte, si je peux dire ça comme ça. J'utilise ce mot-là, alors je l'utilise aussi, donc c'est peut-être le mot consacré, parce que c'est intéressant aussi, parce que si les puits sont très loin des lieux de récolte, je sais qu'entre les deux, vous avez aussi des manières de transporter, de transformer sur place et puis de transporter la matière. Mais ça m'intéressait aussi parce que c'est ça, c'est la rencontre entre une offre et une demande aussi. Et puis j'avais juste une autre question, j'en profite parce que plutôt vers Caroline, parce que tu parles de cet outil-là qui pourrait être mis à disposition. Moi, ça m'intéresserait de savoir s'il a un nom déjà. Parce que finalement, dans un an, quand on voudra le chercher, est-ce qu'il a déjà un petit nom qui nous permettra de nous y retrouver ? Et puis là aussi, je me demandais, en fait, vous rentrez aussi, c'est peut-être une pensée d'économiste, mais vous rentrez par le consommateur, en fait, pour essayer de calculer les flux. Et je me demandais si c'était un choix parce que c'est le consommateur qui vous intéresse, ou est-ce que c'est parce que finalement, rentrer par les flux entrants de matière d'une autre manière, via l'analyse des échanges commerciaux, par exemple, ou des IA, c'était donc plutôt par l'offre. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à vous dire, pour tester ma méthode, ça serait bien d'essayer de voir les quantités qui rentrent, si c'est possible de les mesurer, peut-être pas. En fait, c'est peut-être ça la réponse, et les quantités théoriquement consommées sur place. Oui, alors pour te répondre, j'en ai pas parlé parce que finalement ça c'était quelque chose sur lequel on avait déjà pas mal travaillé. C'est-à-dire qu'il y a eu une thèse qui a été réalisée dans notre laboratoire pour avoir un outil de modélisation urbaine de la séparation à la source et qui permet de finalement territorialiser les ressources en urine. Le travail qui va être fait avec Solagro va permettre effectivement de mieux consolider cette information sur un territoire comme le territoire toulousain et surtout d'évaluer quantitativement et quelles peuvent être les étapes dans les différents types de collecte, que ce soit dans les zones publiques, puis progressivement finalement dans les zones professionnelles et puis dans d'autres zones qui est l'habitation. Et donc de voir quelles peuvent être les dynamiques et effectivement dans l'analyse environnementale qui est faite de chaque scénario, et également de voir où est-ce que chaque typologie de séparation va s'adapter en fonction de la densité urbaine. Donc c'est aussi un élément qui est dans notre outil, qui est de voir en fonction le bilan environnemental, comment il est influencé par la densité urbaine, puisqu'effectivement, à une densité urbaine donnée, va être associé des transports, des zones de collecte et des zones de transformation qui ne sont pas forcément centralisées ou décentralisées. Voilà, donc ça fait déjà partie de l'outil dont on dispose, et il faut l'alimenter d'une certaine manière avec un scénario ou des scénarios cohérents, quoi. Voilà.
Alors, quel nom pour l'outil aujourd'hui s'appelle outil Popcorn. On n'a pas été très original, mais voilà, on s'en souviendra comme ça. Donc, pour le moment, c'est le petit nom de l'outil qui est fonctionnel. Il est disponible via une adresse URL, enfin une URL, donc on peut communiquer là-dessus sans problème. On ne l'a pas encore mis en ligne publiquement, c'est-à-dire on n'a pas fait une diffusion de l'information parce qu'on a commencé le développement l'année dernière et on poursuit le développement cette année dans le cadre d'un second stage en informatique. Donc il y a une poursuite de développement, notamment sur le volet cartographique. Voilà, donc c'est pour ça que l'outil n'est pas encore complètement ouvert à toute la communauté, mais s'il y a un besoin de tester différentes choses, ou en tout cas de tester l'utilisation de cet outil, on est tout à fait intéressé de communiquer l'adresse et d'avoir vos retours quant à l'usage de l'outil, quoi. Et alors la deuxième question sur, effectivement, nous on rentre par la consommation, mais c'était clairement un parti pris au départ de considérer finalement la consommation un peu comme une interface, on l'a dit aussi comme un pivot entre l'amont et l'aval. Donc c'est un petit peu un choix de mettre un peu au cœur le maillon consommation, qui permet à la fois d'aborder ces questions d'approvisionnement alimentaire, de reconnexion entre production et consommation à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un peu des aspects d'autonomie alimentaire, par exemple, mais aussi de considérer l'aval de la chaîne alimentaire et la question des déchets résultants, ou des coproduits ou des sous-produits résultant de la consommation alimentaire. Donc voilà. Après, effectivement, par rapport aux données, ça change un petit peu les choses, de considérer la consommation. On pourrait tout à fait utiliser d'autres données pour qualifier les volumes alimentaires qui sont consommés. D'autres outils, notamment, je pense à des outils comme Parcel, que certains connaissent peut-être, ne rentrent pas par la consommation, mais rentrent plutôt par des données de type bilan d'approvisionnement. Donc ça change un petit peu les choses. Nous, on utilise des données, de type nutritionnel pour qualifier cette consommation. Et on utilise des données d'enquête qui sont produites par l'ANSES et qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus, détaillée sur les volumes alimentaires qui sont consommés à l'échelle des individus. Donc ça a aussi des inconvénients, mais c'est un peu des choix qu'on a fait à un moment donné. Et effectivement, quand on compare les choses, on peut se retrouver effectivement à avoir des décalages entre les volumes produits agricoles en amont, par exemple, et les volumes consommés. Et donc là, on se heurte à toute la complexité des filières dans le système agroalimentaire, pour le faire court, et à des pertes de matière, des bilans qui ne sont pas équilibrés entre les volumes estimés à l'échelle de la production et à l'échelle de la consommation. Donc ça, c'est tout l'enjeu de ce que certains dans le domaine du métabolisme territorial ou urbain peuvent appeler la réconciliation de données. C'est peut-être un peu spécialisé ce que je raconte, mais pour essayer d'avoir un bilan équilibré dans les études de métabolisme. On fait les questions, mais vous êtes membre de la table ronde, donc vous pouvez y aller. La parole pour vous, on pourra vous la donner un petit peu plus tard, parce que sinon ça va être compliqué. Mais donc pas de réaction particulière. On passe au thème 2. Alors ça peut paraître un petit peu artificiel, mais on a aussi cherché à trouver des thèmes qui permettaient aussi de faire parler des consortia et des projets qui sont très différents parce qu'ils couvrent très très large, évidemment. Et donc il y avait une autre question dans cette thématique de la bioéconomie circulaire et des territoires qui nous intéressait et sur lequel Peri-Urban Waste Eng a quand même pas mal bossé. C'était d'accord, on veut mieux circulariser les flux, mais ça veut dire aussi derrière pouvoir... Comment est-ce que
on construit ça en évitant une approche très planificatrice, top-down, dont on sait qu'elle ne marche pas forcément. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on met les acteurs autour de la table, comment est-ce qu'on construit une vision partagée, des outils dont on s'empare, et puis des volontés de travailler ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, ça m'intéresserait peut-être que Perry Urban Westlange nous parle un petit peu de ça, sur ce territoire de Saclay, qui en plus préoccupe ou intéresse un certain nombre d'entre nous. Merci. Donc du coup, je suis Violaine Attès, je coordonne avec Caroline Pénicaud ce consortium au nom complexe, mais dont l'objet d'étude est centré sur les déchets alimentaires et agricoles à l'échelle d'un territoire un petit peu spécifique, qui est un territoire à urbanisation croissante, que constitue la plaine de Versailles et plus particulièrement aussi le plateau de Saclay, qui, du fait de la construction du Grand Paris, a connu et connaît encore ce phénomène d'urbanisation croissante. Et donc là, je vais plus focaliser peut-être sur la méthodologie qu'on a choisie dans ce consortium pour faire émerger des questions autour de ces problématiques de réduction, de gestion, et pourquoi pas de valorisation de ces déchets alimentaires et agricoles. Alors juste avant de rentrer sur comment on s'est organisé dans le consortium, à la fois l'année passée et cette année, ce qu'on est en train de faire. La spécificité de ces deux zones, c'est que ce sont des zones urbaines et agricoles qui sont très mêlées. Et qu'il y a des systèmes agricoles qui sont quand même assez peu distants des villes qui sont sur ces territoires. Et puis, ce qu'on a identifié un peu récemment, c'est que la plaine de Versailles constitue en tant que tel un bassin de vie, alors que le plateau de Saclay a une spécificité qui le classifie un peu plus comme un bassin de travail, c'est-à-dire avec des flux de population qui vont plutôt arriver sur le territoire et être en journée, en activité et en consommation sur le territoire, plutôt comme bassin de vie à part entière. Ça en est un aussi, mais il y a une spécificité encore complémentaire qu'on a identifiée que récemment. Alors l'objectif général de ce consortium, c'est essayer de co-concevoir avec tous les partenaires des solutions et des innovations pour cette gestion et diversification des usages des déchets alimentaires et agricoles. Et dans le choix qu'on a eu, au départ, on est parti d'un diagnostic que finalement on a fait assez court, de façon à avoir une approche un peu macro de cette organisation actuelle de la gestion des déchets. Et on a constaté rapidement une diversité des acteurs à la fois de la collecte et du traitement sur ces territoires, et c'est très morcelé. On a essayé d'identifier aussi des gisements, mais sans aller très loin en termes de... C'était très difficile en fait sur le temps qu'on s'était accordé d'avoir des choses quantitativement très représentatives, mais d'avoir des gisements qualitatifs, on va dire. Et puis on avait fait un tour des solutions existantes qu'on a vu comme étant plutôt tournées vers des valorisations énergétiques et du compostage. Et puis déjà l'an passé, on avait abordé une approche méthodologique un peu particulière qui sont des ateliers de conception innovante dans l'objectif de faire émerger collectivement des questions de recherche interdisciplinaire pour répondre à ces enjeux de gestion de déchets agricoles et alimentaires. Et pour vous donner un exemple, on a mis les membres du consortium autour de la table pour essayer de faire explorer des concepts donc autour du zéro déchet pour l'un. Alors, je vais vous dire parce que du coup, donc, ont été explorés déjà l'an passé, en fin d'année, un parcours ludique zéro déchet, un déchet comme ressource, l'emballage vertueux et une filière symbiotique zéro déchet. Donc le principe de ces ateliers, c'est de faire émerger après, de laisser les participants qui sont quand même des experts en termes de connaissances sur ces sujets autour de thèmes un peu généraux. On s'est rendu compte qu'à l'issue de cette première étape, on avait besoin de renouveler en fait ces travaux d'ateliers pour aller plus concrètement vers le P de ces ateliers KCP pour de la conception innovante et faire des propositions. Et donc de projets interdisciplinaires pour répondre à des questions un peu plus spécifiques. Et là, le prochain atelier qu'on a prévu en termes méthodologiques est en juin, et on va essayer de le recentrer par rapport à ces spécificités du territoire qu'on a identifiées. Parce que finalement, le côté co-conception de solutions, voire d'innovation pour diversifier les usages de ces déchets alimentaires et agricoles passe, de notre point de vue et du point de vue aussi du consortium,
par cette focalisation, cette entrée spécificité du territoire. Donc là, je ne peux pas encore vous dire. Et puis, il y aura un deuxième atelier en fin d'année pour aller vers la phase P de ces ateliers KCP, qui va être la formulation de propositions de projets interdisciplinaires. Ça, c'est la volonté aussi de notre consortium. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. En fait. Et cette côté méthodologique, il peut paraître un petit peu contraignant en termes de... Mais ce qu'on s'est tous dit, c'est que ce serait une des seules façons de faire émerger des idées et des solutions innovantes pour sortir un peu de notre cadre. Voilà. Oui, je pose une question parce que du coup, moi, j'ai participé à un atelier KCP la semaine dernière grâce à Jean-Philippe Steyer. Ça n'avait rien à voir, je ne connaissais rien au sujet. L'aquaculture de la truite. Et on a inventé la truite jardinée, la truite migrante, non pas migrante, mais transhumante. Enfin voilà, bon, des choses qui ont pas mal ouvert d'ailleurs l'esprit. Mais effectivement, on était entre chercheurs. Là, c'est la question que je vous pose parce qu'effectivement, quand je parlais de vision partagée, je pensais aussi avec les porteurs d'enjeux. Vous n'en êtes pas là, c'est ça? Donc c'est aussi un outil qui peut favoriser une forme d'interdisciplinarité, de dialogue entre les chercheurs. Alors j'ai oublié de le préciser, mais au prochain, il y a invités justement à intervenir parce que dans ces formats d'ateliers, il y a des apports de connaissances et justement, on a invité des personnes, notamment un urbaniste, mais aussi sur le côté apport de connaissances par rapport aux spécificités du territoire. Et c'est des personnes qui vont rester en tant que participants aussi aux ateliers. À cette phase du prochain, on n'y est pas encore, mais il y a déjà une liste des connaissances existantes ou des connaissances à acquérir qui vont être établis et qui permettront d'affiner au tout dernier atelier. Et on s'est déjà posé la question d'inviter au tout dernier des acteurs qu'on aurait identifiés. Mais là, la problématique pour nous reste encore un peu trop large en termes de périmètre pour pouvoir inviter les acteurs suffisamment représentatifs. C'était un peu ça notre limitation dans plus le temps. Peut-être, Kamal, tu pourrais nous parler effectivement. Alors c'est un projet qui vient de à peine démarrer. Donc comment ça? Parle-nous un peu d'Edifice et de la façon dont vous travaillez avec les parties prenantes. Ouais, donc Edifice, c'est un projet exploratoire qui a démarré cette année. Donc on a une stagiaire qui a démarré sur le projet. On a les premiers résultats, mais c'est assez process, donc c'est pas vraiment lié au thème là. Donc c'est la suite d'un projet européen qui avait un peu initié cette thématique pour nous, et finalement Edifice permet comme ça de consolider un peu les résultats qu'on a eus dans ce projet européen. L'idée c'était donc de Edifice, c'est d'évaluer la solution, notamment des solutions de bioraffinerie par rapport à une problématique de territoire concrète. Et donc on a pris un territoire qu'on connaît bien puisque c'est la région nantaise, juste à côté, production maraîchère autour de Nantes, et donc les déchets de maraîchage dans la zone périurbaine de Nantes, qui est une zone particulièrement maraîchère, et notamment avec beaucoup de serres de tomates et de concombres. Donc ça, c'était pour notre cas d'étude. Et c'est vrai que la question qu'on s'est posée, c'est mais finalement, est-ce qu'il y aurait des solutions de bioraffinerie pour valoriser ces déchets ? Et en quoi ce serait supérieur ou inférieur à une solution de compost ou une solution de méthanisation. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment les outils pour répondre à ces questions. Et donc c'est un peu parti de ce questionnement tout bête, puisque finalement, nous, dans notre labo, on développe ces exploitations de ces molécules d'intérêt des déchets verts. Également, on travaille également un peu sur les process de valorisation. Mais est-ce que ces process de valorisation ont vocation à un moment à être viables et à être applicables au niveau du territoire? C'est une question qui est très vaste, qui nous a obligés un peu à sortir de notre zone de confort. Donc on est allé voir effectivement nos collègues d'Act pour un peu nous aider d'un point de vue méthodologique là-dessus, puisqu'on va s'attaquer à les systèmes bioéconomiques territoriaux et qui dépassent bien sûr ce qu'on fait habituellement à BIA, quand même plus physico-chimie, biochimie, ce genre de choses. Donc le projet comporte différentes thématiques, donc différents axes. Le premier axe, c'est tout d'abord une enquête de terrain. Et c'est finalement cette enquête de terrain qui permet de répondre le mieux, je trouve, à ce thème
sur l'intégration finalement des acteurs, puisqu'il faut bien aller les voir, il faut bien aller discuter avec eux. Donc on a fait ça sous plusieurs manières. Donc c'était un stage de master essentiellement. Son cahier des charges en quelque sorte c'était quantifier les gisements et également nous informer sur les différentes pratiques de gestion des déchets, les différentes difficultés, pourquoi ils choisissaient cette pratique par rapport à d'autres solutions. On a pu apprendre par exemple que le compostage n'était pas majoritaire pour les déchets vers de serre, donc comment ça se fait alors que ça semblait logique, etc. d'un point de vue extérieur. Donc il y a eu une campagne d'enquête, alors il y a eu une campagne d'enquête en ligne, on est allé voir les responsables syndicaux des maraîchers qui nous ont donné des données sur la répartition des différentes productions. Ensuite il y a eu une enquête sous forme d'entretien semi-structuré avec des producteurs ciblés. On avait fait une petite typologie des différents producteurs et donc là, chaque entretien durait 2 heures et quelques. Donc on a pu rentrer vraiment dans les détails et bien comprendre leur mécanisme et pourquoi ils prenaient ces décisions-là et aussi recueillir les différents coûts et les différentes pratiques de gestion des déchets. Donc il y avait encore beaucoup de déchets verts, par exemple, qui partent en décharge comme déchets industriels, qui représentent un coût non négligeable, mais qui finalement est plus rentable pour eux si on fait vraiment le bilan du fonctionnement d'une serre de tomates. Donc ça a été finalement la meilleure manière de les impliquer, puisqu'on a pu comprendre leurs considérations et leurs intérêts. Et après, l'idée ensuite, c'est de pouvoir intégrer ça sous forme d'indicateurs. Alors ce qu'on envisage, c'est de faire un atelier participatif. Il y a différentes méthodes, souvent des méthodes de modélisation partagée, modélisation conceptuelle partagée, pour essayer de recueillir les intérêts et éventuellement les conflits d'intérêts exactement, et les considérations des différents acteurs qui sont impliqués dans le territoire. Donc c'est un peu l'objectif d'Edifice d'aller plus loin que l'enquête de terrain et d'organiser ces ateliers. Et l'idée ensuite, c'est de traduire ça sous forme d'indicateurs et de pouvoir, à travers l'analyse de scénarios, essayer de mettre en évidence si c'est la bioraffinerie qui est éventuellement une solution crédible, ou si c'est le compost, ou si la méthanisation, ou si finalement, ne changez rien, vous avez la meilleure solution. Donc, voilà. Je vais arrêter là parce que sinon on n'aura plus de temps pour la suite. Je te reposerai des questions. Merci, parce que ta réponse sur les indicateurs fait le lien parfait avec le troisième thème, sur la réorganisation des flux et comment en fait évaluer à travers différents critères cette réorganisation des flux. Donc il y a une certaine difficulté à prendre en compte en fait tous ces indicateurs, ces critères qui peuvent être socio-technologiques, économiques, écologiques ou autres. Et donc dans le cadre de ton projet, comment tu as mené cette évaluation multicritère et quelles difficultés tu as eues? Alors je pourrais répondre en disant que le projet vient juste de démarrer. Alors, quel projet, quelles difficultés tu anticipes? Ouais, voilà, bien vu. Dans le projet précédent, on avait commencé à faire une évaluation multicritère basique, effectivement. Donc, ce qu'on a pu anticiper, c'est que déjà à quels acteurs on s'adresse, et ensuite à quelles échelles on se positionne, et on voit qu'en fonction des acteurs, on ne va pas obligatoirement... on ne va pas éventuellement évaluer le même système et avoir les mêmes indicateurs. Donc ce n'est pas obligatoirement évident. Bon, pour tout ce qui est technologique, on s'est appuyé essentiellement sur la bibliographie, puisque des listings d'indicateurs, il y en a quand même un paquet dans la bibliographie. Donc il faut commencer par là pour tout ce qui est procédé. Est-ce que le procédé va être intéressant? Qu'est-ce que ça va générer comme effluent, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, et puis l'eutrophisation, les gaz à effet de serre, etc. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui sont bien listés. Par contre, pour tout ce qui est indicateurs spécifiques liés au territoire, donc c'est là où on s'est beaucoup appuyé sur nos enquêtes, et c'est là où justement dans l'édifice, on aimerait faire ces ateliers avec une modélisation partagée. Alors modélisation partagée, je ne sais pas si vous connaissez... il y a les modélisations d'accompagnement de la communauté commode qui a des approches comme ça. Nous, on avait repéré dans la biblio, il y a une méthode VDA aussi. Enfin, il y a plusieurs méthodes en fait pour faire ça. Donc, ça, on s'appuierait sur nos collègues d'Acte éventuellement pour mener ce genre de choses.
Et donc l'idée, c'est que ce soit les acteurs qui nous orientent vers les indicateurs spécifiques et intéressants du territoire. Nous, on sait par exemple que dans nos serres de tomates, il y a du polypropylène, il y a un éclipse de polypropylène qui sont éjectés avec les déchets. C'est évident que cette quantité de clips, si on la balance derrière la serre, les déchets, on va les retrouver dans les eaux, ça va se retrouver dans le lac de Grandlieu qui est juste à côté, qui est une zone protégée, etc. Ça, il faut que ça apparaisse quelque part d'une manière ou d'une autre dans l'évaluation. Sinon, si on prend juste les indicateurs des ACV, on va pouvoir passer à côté de ce genre de choses, alors que voilà, si on passe à côté de ça, on va rater l'évaluation, elle aura moins d'intérêt pour les acteurs du territoire. L'évaluation ensuite, telle qu'elle, on a utilisé une approche basée sur un modèle logique assez simple, donc des matrices de décision, table de décision qui permet d'intégrer très rapidement et de fusionner assez facilement les indicateurs. On les a fusionnés sur les parties environnementales, sociaux et économiques. Ça permet d'avoir, mais on n'est pas allé au-delà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez... voilà, ça permet de rentrer dans les détails si besoin, et ça permet d'avoir quelque chose sous forme de radar qui est assez lisible pour les acteurs. Je pense qu'il faudra aller plus loin dans le cas d'édifices, probablement, quoi. Merci. J'imagine que dans le cadre de TEVALU, Mathieu, aussi, tu as... Alors les indicateurs, oui, les indicateurs, c'est d'abord les indicateurs de l'ACV, parce qu'on a déjà un outil, donc cet outil de modélisation qui s'appelle MUSE sur la modélisation de ces scénarios en système urbain. Donc dans les indicateurs de l'ACV, ce qui est prévu de faire et qui a commencé avec un stage de master là, avec Arnaud Reynaud, c'est déjà de monétariser en fait les indicateurs de l'ACV. Donc une pratique assez courante, on va dire, dans l'approche économique et dans le traitement de l'information de l'ACV dans l'approche économique. Après cette approche-là, ce qui est envisagé, c'est de leur côté, c'est d'analyser des indicateurs obtenus par l'enquête auprès des utilisateurs potentiels, c'est-à-dire quelle propension à payer et quel finalement moteur cette propension à payer peut générer dans un mécanisme qui pourrait être éventuellement financé d'une certaine manière, ou qui remet aussi en question les modes de financement du traitement des eaux, parce que c'est aussi ça la problématique quand on récolte l'urine, c'est que quelque part on abaisse les besoins de traitement et qu'on peut aussi souhaiter que les coûts de l'assainissement diminuent ou ne soient pas facturés de la même manière. Donc il faut voir comment ces indicateurs vont se répercuter. Donc cet aspect économique est important. Sur l'aspect fertilisation et apport au sol, là la question du risque sanitaire est un élément qui arrive assez vite pour l'urine comme pour tout déchet. Donc là aussi, il y a un travail qui va être fait avec l'enquête qui va permettre de tester les utilisateurs potentiels. Je ne sais pas si vous avez conscience actuellement de la pression qu'il existe sur la fertilisation en agriculture biologique, mais c'est un aspect très important qui pousse pour l'intérêt, on va dire, vers les fertilisations à base d'urine ou de déjection animale ou autre. Et donc dans ce cadre-là, ça amène à aussi réfléchir aux indicateurs qui pourraient permettre de faire passer certains des produits que l'on sort de notre filière, pas tous mais certains, dans une homologation avec l'agriculture biologique, ce qui augmenterait encore plus le potentiel de développement. Donc ça, c'est aussi une question qui est au cœur de notre réflexion. Merci Mathieu. Dans le cadre du projet Mosaïque, vous utilisez aussi l'ACV. Tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ça? Oui, alors l'ACV, c'est pas l'objet principal de Mosaïque, mais finalement, quand on parle de quantification des flux, l'ACV arrive assez vite. Et du coup, je voulais rebondir sur la partie agrégation, monétarisation. Effectivement, il y a un véritable enjeu de comment on arrive à faire percoler les résultats d'ACV dans des prises de décision. Et il y a un gros enjeu en termes de représentation des résultats. Et la monétarisation est une des façons de se dire que comme l'euro parle plus que l'équivalent CO2, c'est une façon de faire percoler l'information aux décideurs. Néanmoins, du coup, l'agrégation, elle pose des questions puisqu'elle rend un peu invisible le caractère multicritère de l'ACV et justement le fait que sur des enjeux différents, on va avoir des résultats différents et donc qui vont amener à des compromis
Et ces compromis, on les perd un petit peu via la monétarisation. Et du coup, ça pose la question de la difficile interprétation du caractère multicritère de ces évaluations. Alors, par l'ACV, c'est multicritère en termes environnementaux, mais on peut élargir. Et nous, on a entrevu deux pistes. C'est d'abord la nécessaire pédagogie sur l'intérêt de ce pluralisme des critères et de fait de ne pas agréger et d'arriver à faire cette pédagogie. Vous faites ce choix-là, donc vous améliorez votre impact effet de serre, par contre vous détériorez votre impact eutrophisation. C'est une décision en connaissance de cause. Donc c'est le fait de faire percoler la connaissance jusqu'à la décision. Et aussi, quand même, d'avouer qu'il y a un nécessaire travail à faire sur ce qu'on peut appeler la data visualisation, en tout cas la représentation des résultats en ACV pour que ça soit utilisé en décision. Et l'ACV ne couvre quand même pas tout. Si on parle en termes d'environnement, il y a des enjeux qui ne vont pas être couverts, notamment la question du transfert de vulnérabilité entre territoires. Quand on va s'intéresser à l'échange de flux entre des territoires, entre une aire urbaine, une aire rurale, voilà, entre différents espaces, finalement, on va peut-être fragiliser un territoire par rapport à un autre, et ça, l'ACV ne permet pas encore de le couvrir. Et elle ne permet pas aussi de couvrir comment on va réduire la résilience d'un territoire en puisant ses ressources ou en amenant des déchets et des ressources. Donc il y a un vrai enjeu, en tout cas, à intégrer ces caractéristiques du territoire dans l'ACV, ce qui pourrait se faire par la spatialisation de l'ACV ou prendre en compte le contexte dans l'ACV, et aussi se dire que l'ACV, c'est un outil parmi d'autres qui doit être mis en dialogue avec d'autres types d'outils, et aussi, je le rebondis sur la participation, faire de l'ACV ou d'autres outils d'évaluation un outil de dialogue entre la recherche, les bureaux d'études et les acteurs socio-économiques, plutôt que quelque chose de très descendant pour présenter juste des résultats pour la décision. Merci. On va ouvrir la discussion au niveau de la salle. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sylvie. Merci Sylvie Gillot. Donc moi j'ai une question parce qu'on entend parler de développement d'un certain nombre d'outils et je me demandais, enfin c'est une question réflexion, s'il n'y avait pas un intérêt à réfléchir à l'interopérabilité de ces outils dès maintenant, ou si on laisse se développer les outils et puis qu'après on va se poser la question mais comment on les fait dialoguer entre eux. C'est une question un petit peu qui revient de manière récurrente. Vas-y Mathieu. Moi, je veux bien commencer, si tu aussi. Nous, l'outil qu'on a développé, Muse, on commence à voir avec qui on pourrait l'interopérer, comme tu dis, notamment avec nos collègues de Montpellier là, sur un programme de modélisation à l'échelle de la ville, sur des questions qui ne sont pas que l'urine, loin de là, mais qui sont toute la gestion de l'eau et des besoins à l'échelle de la ville, avec des outils qui sont plus macro, alors que nous, on est plutôt à une petite échelle du bâtiment, du quartier, et avec un niveau de précision, on va dire, dont ils n'ont pas besoin quand ils décrivent des échelles beaucoup plus macro. Donc on essaye de voir effectivement quels sont les liens qui peuvent être faits, sachant qu'on a tout codé sur Python, et Python fait des liens avec d'autres outils. Donc déjà, on essaye de voir si les outils qu'ils utilisent sont compatibles avec cette structure. Après, on est quand même assez convaincu pour l'instant qu'on ne peut pas mettre à disposition cet outil de manière totalement publique parce que c'est très difficile à prendre en main et donc on a cette difficulté à voir finalement quel va être le niveau de diffusion en dehors de quelques spécialistes comme nous et d'autres. Et par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est de se poser la question des bases de données sur lesquelles on va baser nos calculs. Parce que là, bon, on t'en a un peu parlé, Jean-Denis, mais clairement, moi, je vois dans tous nos projets, ce qui va faire la robustesse de ces projets, c'est la qualité de l'information qui va alimenter nos modèles. Et là, je pense qu'on peut y réfléchir effectivement très vite parce que bon, on a déjà tous, je pense, nos tableaux Excel qui sont interfacés avec certains logiciels, mais je pense que ça peut être un groupe de travail intéressant. Merci. Oui, merci pour tous ces échanges. Et j'ai une question en lien avec ce que tu disais, Linda, à la fin, sur la résilience, sur la vulnérabilité des territoires. Et je me posais la question en vous écoutant au début aussi. Donc,
si on se place dans une optique bioéconomie pour les territoires urbains, le premier thème, c'était quantification des flux, donc on va dire le métabolisme. Puis il y avait le second terme qui était dynamique. Et les dynamiques, je les ai trouvées toutes complètement sous-jacentes, avec des dynamiques la journée, avec les gens qui mangent, qui transitent dans les villes, avec un peu plus long terme, ils font aussi pipi caca quand ils traversent, donc il y a les liens avec Tévalu, puis la saison sur le maraîchage, Saclay qui croît sur les années. Donc la question c'est comment, est-ce qu'il vaut, pour développer une approche bioéconomie pour les territoires, est-ce que le spatial est plus important que le dynamique? Voilà, ça c'est une question que j'ai. Et si oui, et sinon, si le dynamique, à quelle échelle il faut se placer? Et la seconde petite question, mais c'est pour Violaine, si tu développes un outil, est-ce que tu as prévu de l'appeler du nom de ton consortium? Moi, je veux bien commencer à te répondre. Et j'ai envie de te répondre, quand est-ce qu'il faut prendre la dynamique ou la territorialisation? J'ai envie de dire, ça dépend de la densité du produit. C'est-à-dire que l'urine, par exemple, vu que les volumes sont faibles par rapport à la matrice qu'on a besoin de valoriser, on s'est rendu compte que finalement, l'aspect transport et stockage, si on reste dans un territoire relativement faible, va pas être très impactant sur la manière dont on modélise le truc. C'est-à-dire que, donc on ne va pas s'intéresser à des modélisations avec une dynamique à quelques semaines ou quelques mois. Par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir la dynamique long terme. Combien d'années est-ce qu'on développe ce segment de la collecte et puis ce segment des usagers, voilà, sur du long terme, et comment ça grandit. Par contre, dans le cas de l'eau, je parlais des collègues de Montpellier qui travaillent sur la modélisation à l'échelle de la ville, de l'usage de l'eau. Là, pour le coup, les volumes sont tels qu'on est obligé d'avoir une vision dynamique, journalière, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, etc., sur les besoins et autres. Donc, je pense que ça dépend quand même beaucoup de notre capacité à stocker finalement la matière, d'une part. Voilà ce que je peux dire. Moi, j'aurais répondu, je ne suis pas sûre qu'on puisse différencier spatial et temporel aussi facilement, en fait. Je pense que du coup, quand on fait du spatial, on fait du spatio-temporel et que globalement, on a besoin des deux aspects. Et donc, ce qu'on a vu là dans le projet Mosaïque, quand il y a une étude de flux, que ce soit sur de la modélisation, que ce soit sur des approches de représentation ou que ce soit sur des approches de gouvernance, en fait, à chaque fois, on a les temps longs de quantification des flux qu'on rapporte souvent à l'année pour avoir une échelle de temps comparable, mais à chaque fois, on n'arrive pas à dissocier territoire et temporalité. Effectivement, c'est sous-jacent, c'est-à-dire que, en tout cas, l'aspect dynamique, c'est un sujet qui peut être approfondi, en tout cas dans l'outil Popcorn, très clairement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on en est à développer finalement de la connaissance statique. Je sais pas si on développe effectivement une information à un temps T. Mais en fait, il y a bien l'enjeu d'évaluer l'évolution et donc la dynamique au cours du temps, notamment de cette consommation alimentaire. Et donc, ça peut passer par une évaluation du coup, qui est un petit peu rétrospective par rapport aux données dont on dispose, mais ça peut être aussi des approches prospectives en envisageant des changements nutritionnels, par exemple, en envisageant des aspects de transition sur la mobilité individuelle ou en envisageant aussi des changements qui vont impacter la consommation alimentaire. Donc tout ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui dans nos travaux, mais ça va être, je pense, un enjeu de penser qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario pour avoir cette approche prospective, notamment dans l'outil, mais pas seulement. Oui, bonjour. Donc Sami Warfan, département Aqua. Je ne vais pas poser une question sur l'eau, mais plutôt sur la question le grand groupe démarche participative, transdisciplinarité, implication des acteurs dans les processus de recherche au sein des différentes dynamiques de Better. Parce que depuis ce matin, on a eu des acteurs qui ont exprimé un petit peu ce qu'ils faisaient sur le terrain, et puis on
on vous écoute avec finalement une réflexion d'implication des acteurs dans les recherches à différentes étapes, certains un peu à l'amont, d'autres un petit peu à l'aval. Et je me dis qu'on a énormément, je pense, progressé sur les questions d'interdisciplinarité dans ce métaprogramme, comme dans d'autres aussi. Mais sur cette question de transdisciplinarité, donc ce qui est en gros comment on co-construit les sujets de recherche avec les acteurs, donc comment on crée ce lien et comment on l'organise. Est-ce qu'il y a pas quand même matière à une réflexion un peu générale à l'échelle d'un métaprogramme basé sur les expériences que vous avez toutes et tous pour, à terme du métaprogramme, avoir un peu une philosophie un peu plus étayée en la matière. Je parle pas tant d'outils que vraiment de processus de recherche et de réflexion sur, grosso modo, quel est le bon moment pour impliquer les acteurs, quels acteurs, est-ce que c'est à l'amont du processus, est-ce que c'est à l'aval. Bon, il y a le comment aussi, mais peut-être même avant le pourquoi, quoi. Voilà, enfin, c'est une réflexion un peu générale, c'est pas une question très, très précise, mais je trouvais que les autres interventions, et notamment de l'ADEME aussi, posaient ces questions-là, donc je pense que c'est une des questions aussi qu'on peut se poser collectivement. Merci. Par rapport à ça et l'expérience dans le consortium autour de ces déchets agricoles et alimentaires périurbains, ça a été un choix délibéré suite à un diagnostic proposé dans la première édition du consortium où on s'est vite rendu compte que le poids des acteurs de terrain, que ce soit les agriculteurs, ceux qui s'organisent la collecte ou le traitement, il y a une forme d'orientation en fait dans le côté enquête qui a été fait sur une durée de 6 mois. C'est assez court, et parce qu'au départ on pensait que ces ateliers de conception, ça serait vraiment très pertinent d'y inviter des acteurs. Et on s'est rendu compte que dans l'objectif qu'on avait, qui était de co-construire des solutions de diversification d'usage, voire innovantes, que par rapport à la méthodologie qu'on voulait tester sur ces sujets-là, ça allait très vite nous contraindre plutôt que d'ouvrir des perspectives. Et c'est pour ça, en fait, que... Mais ça a été, au départ, on avait cette volonté d'intégrer les acteurs et on s'est vite rendu compte que ça allait nous limiter dans l'exploration. Donc, la deuxième année va nous permettre, je pense, là, on commence à se poser la question d'intégrer certains types d'acteurs pour aller plus précisément sur des questions spécifiques au territoire, sinon c'est trop déconnecté. Et rester sur des solutions génériques applicables dans n'importe quel territoire, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Donc c'est une vraie... on n'a pas encore la réponse, mais... Vas-y. Je te remercie pour la question. En fait, quand la semaine dernière, on a parlé des indicateurs de suivi et de pilotage de l'ensemble des métaprogrammes, la question de la transdisciplinarité est arrivée assez vite. Et je pense que je suis une de celles qui a réagi en me disant, mais finalement, est-ce que vraiment on peut, avec l'outil métaprogramme, pratiquer cette transdisciplinarité-là? C'est une première question. L'outil métaprogramme, oui, on pourrait dire, puisque quelque part, il est sur le temps long par rapport à d'autres projets. Mais finalement, à l'intérieur, chaque consortia ou projet exploratoire sont plutôt sur le temps court. Alors évidemment, on peut penser les parcours, mais voilà, ça c'est quand même une première question, c'est qu'on doit construire des relations avec des acteurs de terrain, des porteurs d'enjeux, qui pour certains d'entre nous, dans certaines disciplines ou certains départements, sont des partenaires classiques, mais qui ne le sont pas pour d'autres, parce qu'on se déplace quand même. Pour beaucoup d'entre nous, on se déplace sur les territoires urbains, on n'y était pas. Il y a un vrai effort à faire. Peut-être qu'ici, parmi vous, vous êtes ceux qui sont le plus sur l'urbain, mais en fait, justement, on voudrait aussi attirer ce deuxième cercle. Et donc, l'autre réponse que je peux faire, c'est lié à une toute petite conversation que je viens d'avoir là, avec Christian, je crois, tout à l'heure, c'est de dire, il y a aussi le projet phare. Donc, le projet, alors il ne s'appelle pas phare, projet emblématique, voilà, c'est ça. Où en fait, peut-être là, il peut y avoir, il y a un peu plus de temps long, il y a plus de moyens, il peut y avoir un volet affirmé
de transdisciplinarité. Alors, transdisciplinarité, en tout cas peut-être de recherche participative un petit peu plus construite, pensée et qui s'appuie aussi sur les acquis. Donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut retenir. Kamal, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, mais c'est moins général que... C'est juste une anecdote en fait. C'est dans le projet, donc avant Edifice, le projet où on était, effectivement, on était parti classique. On va prendre des déchets verts et puis on va faire des super procédés, puis on va faire des super molécules et on va faire plein d'argent avec ça. Ils vont adorer ça, les acteurs. Et en fait, quand on a fait l'enquête, on a vu qu'on était complètement à côté de la plaque avec nos machins. Donc finalement, il y a eu ce travail sur les procédés, donc ils ont fait de la belle science, etc. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, après, on a réfléchi, et là dans Edifice, c'est ça, on réfléchit à un procédé qui va vraiment correspondre à la problématique des gens du terrain, et c'est clairement pas les procédés que l'on avait en tête dans les labos, quoi. C'est des procédés beaucoup plus simples et finalement on s'attendait, on se retrouve à faire de la composition basique de déchets parce qu'on se rend compte qu'en finalement il n'y en a pas tant que ça dans la biblio ou alors ils n'ont pas cherché les trucs qui auraient pu nous intéresser. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que ça peut être une contrainte d'un point de vue scientifique de partir avec les acteurs. Et donc il faut peut-être l'intégrer dès le début, ou alors c'est un espèce de ping-pong entre les acteurs et ensuite comment on s'adapte après, quoi. C'est pas évident sur le temps long de la recherche, je pense. Voilà. Peut-être une dernière question, oui. C'est court. C'était pour rebondir sur la première question au sujet des outils. Si vous développez des outils, des méthodes ou des bases de données dans vos projets, il ne faudrait pas oublier la plateforme MINS. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est Geneviève Gison-Guizou pour Transform qui est impliquée dans le développement de cette plateforme, qui est coportée par INRAE et le CIRAD par INRAE depuis une douzaine d'années. Et vraiment, alors le but, ce n'est pas de mettre à la disposition du grand public, comme vous disiez, mais de la communauté de recherche. Et je vois le thème 3 qui est dédié à l'évaluation multicritère. Vraiment, il faut penser à cette plateforme et c'est une valorisation, si je pense, de vos travaux, de la mettre à disposition de la communauté, puis d'avoir des retours sur ce qui va pas, etc. Voilà. Donc c'est Joël Aubin, le directeur de la plateforme, dont l'UMR SAS à Rennes. Et qui est membre du COPIL. Pardon ? Et qui est membre de notre COPIL. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc voilà. Donc là, vous n'avez pas le droit de manquer la plateforme MINS. On a dépassé un petit peu le temps, donc on vous propose la pause. C'est une demi-heure, donc on reprend dans une demi-heure. Okay ? Merci beaucoup et merci aux intervenants.